Heureux d'accueillir la Société française de neuroradiologie et de co-modérer avec le professeur Hubert Dossal, qui est à côté de moi. Et donc, j'appelle la première communication du professeur Moret. Donc, la réputation est très très connue et appréciée par tous sur le détonateur professionnel, la pathologie anévrismale intracrânienne. Merci beaucoup. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs les académiciennes et siens, merci de m'accueillir. Vous me donnez enfin l'opportunité de faire une communication en français, ce qui ne m'est pas arrivé depuis quelques années. C'est la vie. Alors partons dans ce voyage magnifique. Nul n'est prophète en son pays. Absolument. Partons dans ce voyage magnifique. Je vais essayer de vous faire partager presque 50 ans d'émerveillement et d'enthousiasme. Et j'espère que vous participerez et vous le partagerez. Actuellement, je suis à Bicêtre, au sein de ces immeubles magnifiques assez anciens, mais qui heureusement recouvrent et protègent des blocs opératoires de neuroradiologie interventionnelle ultramodernes. Et je vais vous parler du détonateur. Le détonateur, c'est quelque chose qui sert souvent à faire du mal. Là, ce détonateur a fait du bien. Je reviendrai sur Guillaume Apollinaire qui nous disait que le rêve est la meilleure chose qui soit au monde, car c'est grâce à lui que nous avançons dans le réel. Vous allez voir que c'est vrai et vous allez voir que la fin est parfois triste. 50 années de rêve, vous le lirez sur les diapositives en anglais et vous l'écouterez en français au travers de ma bouche. Je n'ai pas eu le courage de traduire mes diapositives d'anglais. Excusez-moi. Avançons dans les concepts conceptuels par rapport aux concepts technologiques. Nous sommes passés de la chirurgie ouverte à la chirurgie endovasculaire, de la déconstruction des vaisseaux à la reconstruction, du remplissage des sacs anévrismaux avec des coils à la diversion des flux, de la diversion des flux à la rupture du flux, et enfin, nous avons été considérablement aidés par l'évolution des antiagrégants plaquettaires, puisque nous n'utilisons plus le clopidogrel et nous avons migré vers les antiagrégants plaquettaires modernes. Au plan du matériel que nous utilisons, l'évolution a été considérable et je vais vous la faire partager de façon assez rapide. On a commencé par l'occlusion des vaisseaux porteurs à l'air de ballonnet détachable. On a poursuivi à l'aide le traitement des anévrismes par l'occlusion sélective à l'aide de ballonnets du sac anévrismal, puis les coils sont arrivés, poursuivant l'occlusion sélective, puis les stents sont arrivés, coupés au laser ou des stents auto-expansifs, que l'on appelle des stents tressés, puis les flow diverteurs, qui ne sont que des stents tressés à maillage plus serré, et enfin à la modification et à la diversion du flux au sein même du sac anévrismal avec les nouveaux produits que nous utilisons aujourd'hui. La rupture du flux artériel a été abandonnée, comme vous allez le voir. On peut donc considérer que dans cette évolution sur presque 50 ans, il y a des techniques obsolètes, il y a des techniques matures et il y a des techniques qui sont plus récemment matures. Alors voyons-les. Il y en a qui ont disparu, comme l'occlusion sélective des anévrismes à l'aide de ballonnets, et puis la rupture du flux à l'aide de matériaux qui n'ont pas donné satisfaction. Finalement, nous en sommes à l'étape de la maturité. Cette étape de la maturité est triste. Nous n'avons strictement aucune étude comparative nous permettant de mesurer un dispositif par rapport à un autre. Un scandale. Les nouveaux dispositifs qui sont plus récemment matures, ils subiront le même sort. Personne ne va chercher à savoir si un dispositif est meilleur qu'un autre. Je dirais qu'à la limite, c'est dommage, mais que surtout, au maximum, c'est un scandale. Prenons soin de ne pas oublier ce point. Nous ne pouvons pas continuer
à faire ce que nous faisons sans avoir des éléments comparatifs qui éliminent la totalité des interférences entre la médecine, l'industrie et nos autorités. Ceci n'est plus concevable, il faut réagir. Je m'excuse, je ne suis pas toujours, comme on dit, aimable, mais j'aime dire ce que j'ai envie de dire, surtout devant mes pairs. L'occlusion du vaisseau porteur, c'est ce qu'on faisait il y a une cinquantaine d'années dans les anévrismes du siphon carotidien. L'arrêt du flux permettait, comme vous le voyez, la réduction totale du sac anévrismal et la récupération clinique chez cet enfant. Ce n'était pas uniquement concentré sur la carotide, on faisait aussi au niveau des troncs basilaires. On m'a toujours appris qu'il ne fallait jamais occlure des troncs basilaires. Si vous saviez combien de troncs basilaires j'ai occlus dans ma vie, vous seriez étonné. Nous en occluions beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il était tout à fait possible au tronc basilaire, au niveau du tronc basilaire, de modifier les flux en jouant sur les territoires aspiratifs. C'est le principe de la tour et de la maison de plein pied. Pour apporter de l'eau à cette maison, le tuyau fait ce calibre. Pour apporter la maison à la tour, le tuyau fait ce calibre. Évidemment, la différence est considérable et nous pouvons varier les flux et les territoires en fonction de l'endroit où nous occluons le tronc basilaire ou les vertébrales sous-arachnoïdiennes en fonction du lieu de naissance des artères cérébelleuses. Tout ceci pour inverser le flux et vous allez voir un exemple tout à fait caractéristique chez cet homme qui présentait cet anévrisme géant du tronc basilaire, chez lequel nous avons pratiqué à l'aide de ballonnets. Je n'ai pas de flèche pour vous le montrer, mais vous le voyez certainement sur l'image non soustraite. Vous n'avez pas de laser? Non, ça ne marche pas, là. Ah bon, je ne vois pas le... Non, ça ne marche pas. Bon, ce n'est pas grave. Bien, nous avons donc cherché quels étaient les territoires qui étaient suffisants pour aspirer et renverser le flux à l'intérieur du tronc basilaire, diminuant ainsi le calibre du vaisseau et faisant que l'anévrisme en lui-même, ça avance tout seul, que l'anévrisme en lui-même disparaissait. Voici le résultat, comme vous pouvez le constater. Puis est arrivée l'occlusion sélective. Je fus avec deux de mes collègues russes, l'un des participants à cette aventure sur l'occlusion sélective des anévrismes avec des ballonnets détachables que nous mettions en place à l'intérieur du sac anévrismal avec beaucoup de difficultés car nous n'avions pas ce matériel. Mais ce que je veux vous montrer, c'est surtout l'intérêt du suivi à long terme. En février 91 et en avril 2002, 11 années se sont écoulées et vous voyez que le résidu au niveau du collet de l'anévrisme n'a pas bougé. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que 20 ans plus tard, ce résidu est identique. Nous nous battons tous les jours, et nous retraitons tous les jours des résidus anévrismaux qui ne varient pas dans le temps car nous n'avons pas le temps de les regarder à long terme et nous, évidemment, faisons des procédures qui peuvent comporter des risques alors que bien souvent ce n'est pas nécessaire. Il faut à l'évidence se mettre dans l'idée qu'une nouvelle anatomie peut être générée par nos actes thérapeutiques endovasculaires et que cette nouvelle anatomie, il nous faut la reconnaître. Les coils, c'est un nouveau matériau qui a permis l'exclusion sélective des sacs anévrismaux. Je ne peux pas m'empêcher de remercier Guido Guglielmi, médecin italien, parti faire une thèse de sciences à UCLA et qui finalement a inventé ce qui a fait basculer la neuroradiologie interventionnelle dans le champ d'une vraie discipline, c'est-à-dire le traitement sélectif et sécurisé de l'anévrisme. En dessous. OK. Oui, effectivement. Voici quelques exemples. Un anévrisme de l'artère de la communicante postérieure dans lequel on met des coils, comme vous allez voir. Ils sont là. L'anévrisme est éliminé. Ceci fut une révolution. Mais cette révolution a permis l'établissement de notre discipline. Guido, merci. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Il est d'une humilité incroyable. C'est un homme humble, c'est un homme qui est humainement extraordinaire et c'est en plus un ingénieur remarquable. On traite des anévrismes dans toutes les localisations, on navigue dans tous les vaisseaux, y compris même quand on est obligé de passer par les circuits collatéraux tels que le polygone de Willis que l'on peut
prendre à contre-courant, puis redescendre dans les artères cérébelleuses moyennes et aller traiter cet anévrisme, comme vous le voyez, avec occlusion du sac anévrismal. Ceci n'est pas une prouesse. Ceci est quelque chose qui aujourd'hui se fait avec une facilité, entre guillemets, que je dirais remarquable. Et puis, le traitement des anévrismes avec coil évoluant, nous nous sommes vite aperçus que les collets larges, évidemment, nous posaient des problèmes car les coils fuyaient du sac anévrismal. C'est à ce moment-là que j'ai eu cette idée de génie d'inventer la technique de remodeling, c'est-à-dire la protection du collet à l'aide d'un ballonnet. Et je vais vous montrer un malade qui est traité en 1993 à l'aide de coil et en utilisant cette technique de remodeling. Vous voyez le ballonnet qui couvre le collet avec une occlusion temporaire de la carotide et les coils qui s'alignent sur le ballonnet. Alors que quand il n'y a pas de ballonnet, vous les voyez fuir dans la lumière artérielle. Vous voyez qu'après le retrait du ballonnet, les coils ont formé une ligne, le collet est couvert par le matériel et le patient est guéri. Cette technique a permis de nouveau une évolution considérable de l'approche des anévrismes et surtout, elle a ouvert la porte aux anévrismes à collet large, y compris dans les bifurcations. Voici un anévrisme d'une bifurcation sylvienne que nous traitions à cette époque. Aujourd'hui, nous ne le faisons plus, à regret très souvent, car nous sommes débordés par la technologie, poussés par la technologie et je dirais et j'affirmerais intoxiqués par la technologie. Voilà ce que nous faisons. Avec un ballonnet rond collé sur un fil, nous protégeons le collet et vous voyez qu'il est possible d'aligner les coils sur le collet d'un anévrisme très large au niveau d'une bifurcation. On peut suspendre les coils à l'intérieur d'un sac anévrismal qui n'a pas de collet, dont le collet est plus large. Voici un anévrisme disséquant de l'extrémité supérieure du tronc basilaire. En utilisant deux ballonnets déformés en Y, vous pouvez, par le milieu de ce montage, suspendre des coils à l'intérieur du sac anévrismal et profiter du gonflage alternatif des ballonnets pour localiser les perforantes et les protéger lors du positionnement des coils pour obtenir ce résultat tout à fait extraordinaire, les coils suspendus dans le sac anévrismal qui contrôlent le sac et éliminent le risque de saignement. Les anévrismes disséquants et surtout ce que l'on appelle les blister-like anévrismes, ce sont des anévrismes extrêmement difficiles à traiter car extrêmement fragiles. Il est strictement impossible à cette époque, au moins, de traiter ces anévrismes si nous n'utilisions pas les stents soit laser cut, donc découpés au laser, soit les stents tressés, braided en anglais. Eh bien, vous allez voir un exemple, par exemple, des coils sont déployés à l'intérieur du sac anévrismal, vous voyez qu'ils débordent largement et quand on déploie le stent, les coils sont plaqués dans le sac, stabilisés et le malade est finalement guéri. Ceci était une époque, elle peut encore être faite, cette technique aujourd'hui, mais nous avons des stents de diversion de flux que vous allez rencontrer. Cette technologie des stents découpés au laser nous a permis également de traiter des anévrismes intraitables, y compris par la voie chirurgicale, des anévrismes où tous les vaisseaux naissent du collet de l'anévrisme. Nous faisons des montages en Y. Nous avons la possibilité d'utiliser des stents à cellules ouvertes ou à cellules fermées. Nous pouvons combler la bifurcation artérielle par un stent à cellule fermée ou un stent à cellule ouverte en fonction du besoin. Le stent à cellule ouverte étant utilisé pour bomber à l'intérieur du sac anévrismal. Les moyens technologiques actuels nous permettent de visualiser en temps réel les coupures, les sections du matériel mis en place, ce qui nous permet de comprendre parfaitement l'architecture du montage réalisé. Et voici le résultat. 8 mois plus tard, vous voyez que tous les vaisseaux ont été préservés, le sac anévrismal est éliminé. Nous avons maintenant des stents tressés. Ces stents tressés sont extrêmement souples, extrêmement malléables. On peut les modifier dans leur forme, on peut épauler, ce qu'on appelle le stent, au niveau du collet de l'anévrisme, puis mettre des coils au travers. Vous voyez la possibilité de déformer le stent en temps réel à l'intérieur même du vaisseau. Ce stent positionné permet de placer à l'intérieur du sac anévrismal des coils pour obtenir un résultat que nous n'obtenons plus très souvent aujourd'hui, car cette technologie est de plus en plus souvent abandonnée. 3 ans plus tard, dans un anévrisme à collet large sur une bifurcation, avoir un résultat de ce genre, c'est devenu assez rare. Nous continuons.
cette opportunité d'avoir des stents tressés qui naviguent dans des microcathéters de petit calibre nous permet de naviguer dans des artères cérébelleuses telles que l'artère cérébelleuse postéro-inférieure sur un anévrisme disséquant, d'y placer un stent, de passer au travers, de mettre des coils et d'obtenir ce résultat, moi, qui m'étonne encore aujourd'hui. Cela m'étonne encore aujourd'hui et on en fait cependant tous les jours. Les anévrismes de plus en plus compliqués, avec des collets difficiles à contrôler, peuvent être également traités en faisant des montages en Y avec ces mêmes stents tressés. Et vous voyez qu'il est possible de passer au travers. Ceci, c'est avant le traitement, immédiatement après le traitement avec l'occlusion du sac anévrismal. Mais le plus intéressant, c'est que 2 ans plus tard, l'anévrisme est parfaitement occlus. La bifurcation de l'artère cérébrale moyenne est parfaitement préservée. Ce montage est plus difficile, indiscutablement, mais il est clair qu'il est important. Les stents de diversion de flux, je m'excuse, il me semblait que j'avais 15-30 minutes. Non, bon, je suis. Alors, bon, les stents de diversion de flux, bien, ils dérivent le flux, et voilà, c'est le principe. On les met en place. Il va donc canaliser le flux à l'intérieur du vaisseau, comme cela était. Et vous voyez qu'on reconstruit la paroi artérielle, l'anévrisme a disparu, il n'est même pas possible de juger sur cette artériographie que le patient avait un anévrisme. On peut reconstruire des artères cérébelleuses moyennes de la même façon sur des anévrismes dysplasiques, tels que celui-ci, comme vous voyez le résultat en comparaison à ce qu'il était précédemment. On peut reconstruire la totalité des vaisseaux en faisant des montages avec des stents que l'on appelle échafaudage, qui nous permettent de garder la continuité artérielle, puis de placer à l'intérieur des stents de diversion de flux, et ensuite de voir que la totalité du vaisseau a été reconstruite. Et vous voyez qu'avec le temps, 20 mois plus tard, l'anévrisme a disparu, les collatérales naissants du sac anévrismal sont revenus au niveau de la lumière initiale comparé à ce qu'il était auparavant. Ceci est absolument extraordinaire. On le fait de façon également régulière. Ce n'est pas un exercice qui est rare, c'est un exercice qui se fait régulièrement, y compris ce genre de manipulation. En passant par la circulation postérieure, on peut reconstruire la totalité de l'artère qui n'existe plus. Et vous la voyez ici sur des stents placés de façon télescopique avec l'exclusion totale du sac anévrismal. Bref, tout ceci est juste magnifique, y compris en distalité sur des vaisseaux microscopiques, où l'on peut voir que ces anévrismes disséquants peuvent être traités par positionnement d'un microstent tel qu'il est là. Et vous regardez le résultat, c'est également absolument incroyable. Sur des vaisseaux aussi petits, l'anévrisme a disparu. Enfin, on a la diversion de flux endosaculaire. C'est un stent, mais en forme de boule, qui rentre à l'intérieur du sac anévrismal. Le voici en coupe. Et voici le résultat qui élimine le sac anévrismal. C'est tout à fait prometteur, c'est extrêmement sûr comme technique, et cela permet également de traiter des anévrismes dans de bonnes conditions avec des résultats à long terme tout à fait satisfaisants. Je passe ces manœuvres qui permettent de repositionner le matériel à l'intérieur du sac anévrismal pour vous montrer le résultat à 20 mois. Et maintenant, c'est la fin du rêve. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de problème sur les indications et le débat sur les anévrismes qui ont saigné. Par contre, sur les anévrismes qui n'ont jamais saigné, nous n'avons toujours pas la solution. Alors, je passe sur les résultats de l'étude ISAT qui a montré la supériorité du traitement endovasculaire par rapport au traitement neurochirurgical. Ceci a été publié en mai 2002, après 5 ans, et vous voyez que l'avantage du voie endovasculaire est très significatif. Alors pourquoi continue-t-on à se battre, entre guillemets, ou à se confronter dans les débats et dans les congrès entre la neurochirurgie à crâne ouverte et la neurochirurgie endovasculaire? Je ne comprends pas, je ne sais pas. La seule explication, c'est que nous sommes des humains et que nous aimons débattre. Enfin, il y a les anévrismes qui ne sont pas rompus. L'histoire naturelle, on la connaît par Ushuaïa. Vous voyez que grossièrement, ceux qui n'ont jamais saigné, le risque est très faible, 0,05%, 0,5% pour ceux qui ont saigné. Et pour les anévrismes de 10 minutes, les deux groupes se rejoignent sur 1% de risque de saigner. Enfin, on peut chercher partout dans la littérature. Rien ne prouve aujourd'hui qu'un geste thérapeutique, quel qu'il soit bénéfique pour le patient.
Alors, on va s'arrêter là parce qu'il faut faire des indications en son âme et conscience. Si vous vous rappelez que la définition de la morale, c'est ce que l'on fait par devoir, et que la définition de l'éthique, c'est ce que l'on fait avec ses sentiments, eh bien, nous traitons des anévrismes par devoir et avec nos sentiments. C'est triste. Enfin, il y a le MDR, la Medical Device Regulation de l'Union européenne, qui pour moi n'est rien d'autre que la mort du rêve, ce rêve dont je viens de vous parler, ce rêve que j'espère que vous avez partagé. Les journaux américains se gaussent de ce qui vient avec la MDR. Ils écrivent et ils crient partout que c'est une opportunité pour eux de prendre de nouveau le leadership de l'évolution de la neuroradiologie interventionnelle. Ils ont donc créé ce qu'ils appellent l'EFC, qui est simplement un Early Feasible Study. Donc, on les fait avant que ce soit complètement autorisé. Et cela, c'est la réalité. Ce que vous avez vu ne sera plus jamais faisable en Europe et surtout en France. Mère patrie de la neuroradiologie interventionnelle, c'est une bombe qui va détruire le futur de notre discipline. Ce détonateur professionnel dont je ne veux pas, c'est la MDR. Comme disait Jacques Chirac, la NRI brûle et nous regardons ailleurs. Merci. Très belle communication. Merci Jacques, c'est un grand merci. La SFNR est honorée d'être reçue ici et évidemment un de ses membres les plus éminents est là par ta présence. Tu es un pionnier, tu as bien montré la participation depuis les origines à faire de la neuroradiologie ce qu'elle est. De sa reconnaissance et sa capacité à traiter ces anévrismes intracrâniens qui était vraiment le challenge. Et ce détonateur scientifique, j'ai repris ce terme parce que c'est toi qui l'as écrit dans un éditorial, donc c'est pas sans raison. Je voulais te remercier également de cette générosité, de cet enthousiasme qui déplace les montagnes et qui nous pousse à aller de l'avant. Parce que tu as montré une petite image de blister en disant bah, il faut un stent, mais moi, la première fois que je l'ai vu traiter entre tes mains, il n'y avait pas de stent. Et le miracle de la manipulation, de la dextérité et de la chirurgie qu'il traitait avec les mains, eh ben, on a un exemple devant vous de cette capacité à faire quelque chose que je croyais impossible. Mais à partir du moment où je l'ai vu faire, réaliser, eh ben, ça a été transmis. Et puis, une dernière remarque, c'est qu'également, on reconnaît les chefs d'école au nombre d'élèves, et je crois que tu dépasses sur tous les continents de notre petite planète le nombre d'élèves, et l'affection qu'ils te témoignent montre bien la qualité de ton enseignement. Merci beaucoup. Merci Hubert. Professeur Benamou. Juste d'abord pour te remercier Jacques parce que cet exposé magistral, remarquable, qui montre effectivement, comme ça vient d'être dit, ton enthousiasme, ta générosité et ta faculté d'innovation. Et ce qui m'interpelle, c'est ta conclusion sur la MDR, parce que le système de régulation européen des devices existe et il faut absolument qu'on trouve le moyen de fonctionner avec sans tomber dans l'échec que tu signales. Et donc, comme tu le sais, l'Académie de chirurgie participe à l'Observatoire national de l'accès aux innovations chirurgicales et interventionnelles précoces. Et pour obtenir ce genre de possibilité d'accès rapide et précoce à ces innovations, il faut passer ce cap de la régulation. Et donc, c'est une raison peut-être de t'inviter à participer avec la directrice générale de l'Agence pour l'innovation en santé aux travaux de l'observatoire que mène l'Académie de chirurgie sur ces sujets. Parce que c'est en travaillant ensemble qu'on pourra probablement faire comprendre que certains règlements sont bloquants et empêchent l'innovation. Donc, voilà, il y a tout un chantier très important et très difficile, mais je crois que tu es une personne ad hoc pour pouvoir te battre sur ce thème-là. Eh bien, j'accepte avec grand plaisir. C'est mon combat du moment et je ne le fais pas pour moi, je le fais pour l'avenir de la discipline. Merci beaucoup, professeur Borel.